Affichage de la liste électorale provisoire prévue être mise à disposition, en tout cas sur toute l'étendue du territoire, le 17 mars prochain. Comment la CEI s'apprête à dérouler donc cet agenda-là, qui nous mènera vers la date ultime d'octobre prochain où se tiendra l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Pour toutes ces réponses, le deuxième vice-président nous accompagne ce soir, le ministre Alain Dogou, est là pour répondre à nos différentes questions. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur le vice-président, bonsoir. Monsieur le vice-président. Merci d'être avec nous. Alors, comment est-ce que vous préparez pour l'affichage du 17 mars prochain, affichage provisoire de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire national? Merci beaucoup, madame. Mon plaisir. Merci pour l'opportunité que vous offrez à la Commission électorale indépendante d'échanger avec vous et échanger avec les Ivoiriens. Ce qui va être affiché, c'est une liste électorale provisoire. Mais ce n'est pas un affichage provisoire. C'est la loi qui indique, la loi protocole électoral, qui nous fait obligation d'afficher la liste électorale provisoire au plus tard 3 mois avant les élections. Donc nous avons fini de faire l'enrôlement en octobre et novembre 2024. Nous avons fini la phase de traitement et nous nous apprêtons le 17 mars à afficher la liste électorale provisoire dans les 12 000 lieux où il y a eu l'enrôlement. Très bien, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et à l'étranger. À l'étranger, très bien. Élisée Boloubé, question ou commentaire? Non, moi j'ai une première question qui je pense quand même doit pouvoir nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Monsieur le vice-président, c'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir parce que ça nous permet d'avoir un certain nombre de réponses aux questions. La toute première qui vraiment est importante pour moi, c'est la question de la révision de la liste électorale. Il y a une partie des partis politiques, notamment de l'opposition, qui estime qu'une révision de la liste électorale est nécessaire pour 2025. Alors que, selon les informations de notre possession, vous serez convenu avec ces partis politiques, toutes tendances confondues, sur le fait qu'il n'y aurait pas de révision de liste électorale en 2025, ce pourquoi la révision de la liste électorale en 2024, ou du moins l'enrôlement sur la liste 2024, a été ouvert à des jeunes de moins de 18 ans, pour qui auront 18 ans à fin février 2025. Est-ce que vous confirmez que c'est une vraie information et qu'avec les partis politiques, vous êtes convenus de ce fait-là ou cela n'a jamais été question? Je vous remercie pour l'opportunité que nous offrez pour clarifier un peu cette situation. Allez-y. Vous savez, la Commission électorale indépendante, à la fin de chaque activité, fait un bilan de ses propres activités. Et après l'élection présidentielle 2020 et les législatives 2021, la CEI a fait son bilan. Mais mieux, des partenaires importants comme le NDI, comme EISA, comme l'USAID, ont convié la CEI à Yamoussoukro en novembre 2021 à un atelier avec les partis politiques, les organisations de la société civile, pour faire le bilan des 2 scrutins, élections présidentielles 2020 et législatives 2021. Et au cours de ce bilan-là, qui a été fait, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des institutions, à l'endroit de la CEI, pour améliorer l'organisation des futurs scrutins. C'est cela. Puis, une année après, à Bassam, ces mêmes organisations ont invité 21 partis politiques ivoiriens à Bassam. La CEI, 4 institutions et des organisations internationales comme le PNUD, comme l'USAID, l'Union européenne. Et pendant 3 jours, il y a eu un atelier qui a porté sur une sorte d'évaluation de la mise en œuvre du dialogue politique, des recommandations du dialogue politique. Et je veux vous faire une confidence importante. Allez-y, monsieur le vice-président. Au cours de cet atelier, bilan, la première communication en plénière a porté sur le parrainage en Côte d'Ivoire. C'est la première fois en 2020 que le parrainage était institué. C'est ça. Et quand l'expert international a fait l'exposé sur le parrainage, l'après-midi, tous ceux que j'ai cités se sont retrouvés dans des groupes d'ateliers pour réfléchir sur le thème de l'amélioration consensuelle du parrainage, du système du parrainage. Amélioration consensuelle. Amélioration consensuelle du système du parrainage. Et au cours de cet atelier, il y a eu beaucoup de débats.
beaucoup de débats qui ont fait l'évaluation du système du parrainage institué en 2020. Et le débat a porté surtout sur les modalités de collecte du parrain. Il y a eu des choses qui ont été reprochées à la commission électorale indépendante, notamment le décret du 13 juillet 2020 qui a fixé les modalités de la collecte des parrains. Ce décret a été fortement critiqué et ces partis politiques avaient raison, y compris la société civile. Parce que le décret disait, notamment sur l'article 2, alinéa 1, 2 et 3, que la période de collecte de parrains commence à partir des dépôts de candidature. Donc dès que vous déposez votre candidature, la date d'ouverture des candidatures commence en même temps le début de la date de collecte des parrains. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et alors qu'on doit avoir fini de collecter ses parrains préalablement avant de venir déposer son dossier de candidature. C'est ça. Mais comme c'était la première fois que ça venait, et ce décret est sorti le 13 juillet. Et en même temps, la linéa 2 de ce décret indique que pour collecter les parrains, on remet au candidat la liste électorale provisoire. La collecte de parrains s'est faite sur la liste électorale provisoire. C'est fait sur la liste électorale provisoire. Se fera sur la liste électorale provisoire. D'accord. Et l'autre alinéa dit, en attendant que la liste électorale provisoire soit disponible, la collecte des parrains se fait sur la liste permanente qui existe. Donc la liste de 2018. Ok. Donc les partis politiques, dans le constat qui ont été faits, ils ont dit, mais vous, vous nous donnez une liste électorale provisoire, on collecte des parrains, et puis vous sortez une liste définitive après. Sauf que le dernier alinéa article 2 dit, si au moment du traitement, il se trouve que quelqu'un qui vous a accordé son parrainage, n'est plus sur la liste électorale définitive, vous devez le remplacer, mais vous avez 48 heures pour le remplacer, et c'est le Conseil constitutionnel qui vous appelle. Donc les candidats ont dit, mais certains candidats ont vu leur candidature éliminée pour défaut de parrainage. Alors que quand ils déposaient leur dossier, c'était au complet. C'est ça. Quelqu'un a connu son parrainage dans une localité, dans une région A, il y a eu le traitement, il se retrouve en chambre de vote dans une autre région. Le candidat se retrouve en déficit de parrain dans une région A. Donc, à la fin de tous ces débats, il y a eu des recommandations qui ont été faites à la CEI. Lesquelles? L'une des revendications ou recommandations majeures, c'est que donnez-nous la liste électorale définitive. Vous, CEI. Combien de temps avant? Pour nous permettre de collecter les parrains. Donnez-nous la liste électorale définitive. Collectons les parrains sur une liste électorale définitive. Deuxième élément, donnez-nous au moins 3 mois pour collecter les parrains avant d'ouvrir les dépôts des candidatures. 3 mois. La dernière fois, ils avaient eu 45 jours pour collecter les parrains. Maintenant, ils ont demandé 3 mois. Donc, nous, ce sont des recommandations importantes. Et il y a eu, après ça, d'autres ateliers où on nous a demandé même 6 mois pour collecter les parrains. Ça, c'est l'hypothèse la plus haute. La CEI s'est retrouvée, a dit, bon, il faut aller, les partis politiques ont raison, la société civile a raison, la critique a été faite, mais c'est la première fois. Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer, pour prendre en compte toutes ces revendications légitimes de nos partenaires politiques? Et cela, sur la base de cela, nous avons fait un chronogramme pour dire, si nous devons prendre en compte vos préoccupations, nous avons des délais légaux et des délais techniques. Le délai légal, c'est quoi? C'est que l'élection présidentielle, dans la Constitution, se déroule le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président en fonction. Donc, 25 octobre 2025. Article 52, les candidatures à l'élection du président de la République expirent 60 jours avant le scrutin. Donc, le dernier jour de dépôt de candidature, c'est le 25 août. Si vous demandez qu'on vous donne au moins 3 mois pour que vous puissiez collecter les parrains avant l'ouverture des candidatures, donc quand on a fait ce schéma, l'hypothèse haute, on dit, bon, on peut même leur donner la liste électorale définitive s'ils veulent, pour qu'ils aient 6 mois comme certains ont demandé au cours des débats. À ce moment-là, on vous la donnera en mars 2025. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand on a fait cette hypothèse haute, nous sommes allés voir les partis politiques. On va commencer l'enrôlement en juillet.
Ah non, juillet, nous dit certains partis politiques, c'est trop tôt. Juillet 2024. Juillet 2024. Ok. Voici le chronogramme. C'est trop tôt. Ah, comme c'est trop tôt, mais nous, on est prêts parce qu'on veut vous donner cette loi définitive déjà même en mars. Comme ça, vous aurez 6 mois ou 5 mois pour collecter les parrains. Ah non, c'est trop tôt. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Aller jusqu'en septembre. Il n'y a pas de problème. Mais si on va en septembre, ça joue sur la période de dépôt de la liste électorale définitive que vous avez exigée pour collecter les parrains. En septembre, ils nous disent que c'est la rentrée, les parents d'élèves ont trop d'activités que de faire inscrire les enfants. Donc, et puis en plus, les primo-votants sont en congé, disent certains. Donc, alors que pendant le vote, ils seront dans l'année scolaire. Donc, attendez d'abord que l'année. Et c'est comme ça que nous allons reculer jusqu'en octobre. Dans la projection, on leur a dit clairement, si on fait en octobre et on finit en novembre, ça va jouer sur la date de dépôt, la date de remise de la liste électorale définitive pour collecter les parrains. Mais nous allons faire cette révision en vue de l'élection du président de la République en 2025. C'est pour ça qu'on fait cette révision. Donc, les enfants qui auront 18 ans à la date de l'affichage de la liste électorale provisoire, parce que la loi dit, pour être inscrit, il faut avoir 18 ans révolus. Donc, on enrôle les enfants qui avaient 17 ans, 9 mois, 10 mois, mais quand on va afficher la liste électorale définitive, le 1er mars, il faut que celui qui est dessus ait 18 ans. Très bien. Et c'est ce qui nous a permis de faire donc la prévision et pour prendre ces enfants. Parce que nous comptons leur liste électorale définitive au plus tard en juin. Très bien. Voici un peu, par rapport à votre question, les éléments... Consensuel. On retient donc que c'est consensuel, que c'est en accord avec les partis politiques que tout ce processus a été mis en place. C'est ce que je voulais juste savoir. Et je vous dis qu'il y avait 21 partis politiques. 21. 21 partis politiques ivoiriens, les plus significatifs en Côte d'Ivoire. Qui ont tous ratifié. Et qui ont signé les procès-verbaux de toutes ces rencontres. C'est pour ça que nous disons que nous sommes à leur disposition. Nous allons dans le sens de ce qu'ils avaient demandé en 2022 et en 2023. Très bien. Écoutons Daouda et ensuite Herman. Daouda. Monsieur Dougou, moi j'ai une question plus personnelle. Vous allez m'excuser, mais vous êtes à la CEI pour le compte du FPI. C'est bien ça? D'abord, la question n'est pas personnelle. Mais vous allez me permettre d'aller au bout. Beaucoup d'Ivoiriens posent ces questions et on le voit souvent, mais les gens qui se plaignent, ils ont des représentants à la CEI. Non. La loi de 2001 qui créait la CEI disait des personnalités proposées par... Les personnalités, non. La loi disait les personnalités représentants d'eux. Représentants d'eux, représentants d'eux. En 2019, faisant l'évaluation de tout cela, le législateur a changé en disant personnalité proposée par. Donc, ce sont des entités qui proposent des personnalités à la CEI. Et ces personnalités, conformément à la loi, une fois qu'elles sont proposées, ces personnalités passent devant le juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel, réunis en séance plénière pour prêter serment de respecter la Constitution, la loi portant code électoral et tous les autres textes subséquents. Et donc, le lien qui t'est lié avec la personne qui t'a proposé est rompu. Tu n'es pas représentant d'eux, mais tu es un commissaire qui a toutes des garanties et qui a des immunités de poursuite. Je pense que le point est très important. Non, justement, le point, et le fait qu'il explique comme ça, c'est très important. Voilà. Et donc, vous ne représentez pas le FPI. Je ne représente pas le FPI, je ne représente aucun parti politique, je représente les Ivoiriens dans toutes leurs dimensions. Très bien, Daouda. C'est pour ça qu'il y a des candidats indépendants qui sont candidats à des élections et qui gagnent. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un représentant à la CEI pour gagner l'élection. C'est pour rassurer tout le monde que le législateur a indiqué cela. D'accord. Et je vais poursuivre sur la question parce que l'impression que beaucoup d'Ivoiriens ont, c'est que les partis politiques ayant leurs représentants, merci pour l'explication d'ailleurs, on avait l'impression que M. Cuibière régnait en tout maître, tout seigneur en fait. Donc finalement, tout ce qui s'est fait à la CEI, s'est fait de façon consensuelle avec lui. Toutes les décisions de la CEI sont prises par consensus. Depuis que je suis à la CEI, ça me fait la 20e année à la CEI, où j'ai représenté tout ce qu'on peut représenter. Comme deuxième vice-président, vous avez j'ai été représentant de beaucoup de structures et les décisions sont prises par consensus. S'il n'y a pas de consensus, il y a le vote. Voilà. Et je ne me souviens pas qu'il y ait eu vote un seul jour. Très bien. Herman? Moi, vraiment, je suis rassuré. Hein, d'abord, pour faire une relance à la question de Daouda, on comprend bien ici, parce que l'argument qui est souvent présenté
face au fait que, aux différentes préoccupations des partis politiques, c'est qu'on nous dit que ce sont les représentants des partis politiques qui sont à la CEI. Vous êtes en train de nous dire qu'une fois qu'un parti politique vous propose, tout ce que vous faites après, c'est au regard de la force que la loi vous donne et non pas en tant que militant d'un parti quelconque. Ça, c'est bien sûr. Donc, on est clair que vous êtes là-bas au nom d'un citoyen ivoirien et non pas pour représenter un parti politique. Ma question, je viens, l'exigence des parrains, parce que tout à l'heure, lorsque vous expliquez, c'est que finalement, c'est le système de parrainage qui mélange un peu ce calendrier. Parce qu'on sait qu'en 2020, même en 2015, vous avez réussi à faire la révision de la liste, des révisions de la liste électorale 3 mois avant, c'est-à-dire en juin. Voilà. Oui, en 2015, on l'a fait en juin, mais la loi portant code électoral disait que la liste électorale définitive, elle est définitive 2 mois avant le scrutin. Donc nous la publions toujours avant. 2 mois avant, si on veut, voilà. 2 mois avant, ça fait 25 juillet. Voilà. Or là, vous êtes dans 2 semaines avant le scrutin. 2 semaines avant, ça veut dire qu'on est peut-être même dans le même mois d'octobre. Voilà. Or là, on est en mars, ça veut dire que 8 mois avant les élections. Voilà. Et nous devons donner une liste électorale définitive pour qu'un candidat qui a pris un parrain sur une liste provisoire je n'ai pas fini ma question. Ma question, c'est sur la question du parrainage. Oui. Parce que tout à l'heure, dans vos explications, le parrainage s'est introduit par décret. Non. Le parrainage, il va expliquer, il est là pour ça. Le parrainage est introduit par la loi. La loi portant code électoral a été une ordonnance ou une loi organique, non, pas une loi ordinaire, qui a mis en place le système de parrainage, qui est le résultat aussi des dialogues politiques. Pour dire, il faut, parce que vous vous souvenez... Un consensus avec tous les partis. En 2015, quand on a ouvert les candidatures, le premier jour, un étudiant s'est présenté avec son extrait de naissance. Oui, il dit, je suis candidat. Oui, on dit, mais ces dossiers ne sont pas au complet. On dit, non, vous êtes comme une lettre, vous êtes comme la boîte postale. Vous prenez, vous envoyez ça au Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas à jauger ou à juger si le dossier est complet ou pas. C'est cela. Donc, les gens ont estimé, le législateur a estimé que la fonction du président de la République est une fonction tellement importante qu'il fallait encore corser les conditions. Donc c'est entre autres là, ils ont fait passer le parrainage, ils ont mis en place le parrainage, et puis le cautionnement est passé à 50 millions. Très bien, Herman, poursuivez. Oui, bon, ok, donc c'est quelque chose. Apparemment, donc peut-être qu'on va convoquer les législateurs à revoir, parce que le parrainage, finalement, ça pose problème, c'est ce qui mélange le calendrier. Non, le parrainage ne pose pas problème. Le système de parrainage, puisque c'est ce qui bouleverse plus ou moins les calendriers. Non, le parrainage ne pose pas le problème. C'est ensemble que les partis politiques ont indiqué, nous sommes prêts à collecter les parrains, donnez-nous suffisamment de temps. Les 45 jours la première fois sont trop peu, donnez-nous au moins 3 mois. Et deuxièmement, nous voulons collecter les parrains sur une liste définitive, pour ne pas que nos candidatures soient éliminées. Parce qu'on avait pris ça sur une liste provisoire. Donc ce sont ces 2 éléments-là qui ont permis à la CEI de concevoir le chronogramme que nous sommes en train de dérouler. Jalen de Gou, ma question maintenant, aujourd'hui, vous êtes militant FPI. Même si, quoique c'est le FPI qui vous a proposé, n'est-ce pas bien? C'est bien cela. Le FPI qui vous a proposé. Est-ce que si le FPI... Je ne suis plus militant du FPI. Ok. Je ne suis plus militant du FPI. Ma question est ceci. Puisque ce sont les partis politiques qui ont proposé les différents membres de la commission centrale de la CEI et que l'argument qui ressort, c'est que ce sont les partis politiques qui sont tous représentés au sein de la CEI, qui travaillent pour la CEI. Est-ce que si votre parti politique aujourd'hui vous demande de vous retirer, parce que c'est lui qui vous a proposé, est-ce que vous allez vous retirer? Merci pour la question. D'abord, la CEI, c'est pas que les partis politiques. C'est les partis politiques, la société civile et puis l'administration. C'est cela. Le représentant du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un politique. Le représentant de l'association des femmes, des femmes, ce ne sont pas des politiques. Tout à fait. Les politiques ne sont pas les plus nombreux à la CEI. Nous sommes 18 commissaires centraux. Il y a 5 représentants des partis politiques de l'opposition et 4 personnalités plutôt proposées par les partis politiques de l'opposition. Et puis 5 personnalités proposées par les 4 personnalités proposées par les partis politiques au pouvoir et 5
personnalités proposées par les partis politiques de l'opposition. Ça fait 9 personnes, sur 18. Les autres, c'est la société civile et puis les institutions de la République. Alors, donc, la question qu'il a posée, si le parti politique qui m'a proposé demande mon départ, mais je vous ai indiqué tout à l'heure, il a dit que les 18 commissaires, une fois proposés, sont nommés par décret et avec ce décret, le doyen d'âge parmi les commissaires, avec ce décret plutôt, le Conseil constitutionnel convoque les 18 commissaires pour prêter serment. Donc, c'est un que le serment est prêté, de pouvoir, après avoir prêté serment, obéir au parti. D'obéir au parti. Donc le parti politique a ses préoccupations, qui sont des préoccupations légitimes certainement, et contextuelles, et structurelles, mais le commissaire qui est en mission pour l'État de Côte d'Ivoire, à qui l'État a donné des garanties, c'est-à-dire des immunités de poursuite, on ne peut pas le poursuivre pendant les 6 ans qu'il est en fonction. Est-ce que vous comprenez? On a tellement de garanties qui nous permettent d'être vraiment à l'aise et être dans le respect scrupuleux des textes que nous sommes obligés d'appliquer. Donc on retient simplement, il a dit, il a répété, on retient qu'il n'est plus là-bas au compte du FPI, il n'obéit pas, il travaille. Aucun commissaire n'est au compte d'une structure. Très bien. Il n'y a pas que moi, mais l'ensemble des 18 commissaires. C'est bien noté. Marius Komoé, question ou commentaire? Question. Allez-y. Monsieur le ministre, je prends toujours du plaisir à vous rencontrer, bien qu'on ait travaillé par le passé ensemble sur un certain nombre de dossiers. Mais là, à vous entendre tout à l'heure, relativement à votre représentation au sein de la commission centrale de la CEI, j'ai un véritable problème en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire? Comment se fait-il que vous soyez dûment désigné par une organisation politique? Parce que sans cette organisation politique, vous ne vous retrouverez jamais à la CEI. Et alors, une fois que vous êtes dans la maison, pour avoir simplement prêté serment et avoir reçu un décret de nomination d'un président de la République, vous n'êtes plus, et sinon vous ne répondez plus au nom de l'entité qui vous a dûment désigné. Alors, bien qu'on sait qu'en matière de droit, en matière de droit, c'est ça. Parce que nous tous, y compris l'organisation nationale que j'ai dirige, l'État nous demande souvent de désigner nos représentants dans les institutions et dans les organes de régulation. J'ai un petit challenge, messieurs. J'ai vraiment un petit challenge et je voudrais vraiment m'exprimer là-dessus. Je rappelle que nous sommes ici avec une thématique qui est la liste électorale. Il a déjà répondu à cette préoccupation. N'en faisons pas un débat. Il n'a pas encore répondu parce que ça cause un véritable problème. Vous voyez, Marius Komoé, ça pose un véritable problème. Oui, peut-être. Mais en même temps, soyons focus sur ce. C'est pas grave. On va passer à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Quand ça reviendra, vous aurez une question. Mais s'il vous plaît, messieurs, sortons de débats personnels. Monsieur Dogou a expliqué 2 fois sur ce sujet. Quand nous avons fait cette thématique, nous avons travaillé sur la liste électorale qui va être normalement affichée le 17 mars prochain. Il y a tellement de challenges. Comment faire à ce que cette liste-là soit effectivement affichée comme ils l'ont prévu, dans les sites prévus? Le contentieux, ça va se passer comment? Mais si on doit rester sûr, il est membre du FPI et il a prêté serment, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, j'ai bien peur qu'on puisse se perdre alors que le temps qui nous a imparti n'est pas assez et il n'est pas là pour ça, s'il vous plaît. Messieurs, revenons à la liste électorale. Daouda. Monsieur Dogou, moi j'ai une question toujours directe. Hein. Oui, allons-y. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à l'aune de ce que vous avez expliqué à la question de Élisée Bouloubé, on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de révision sur la liste électorale. Or, aujourd'hui, puisque le président... Avant les élections présidentielles. Ok, mais on va y arriver à la question, M. Dogou. Monsieur le président de la CEI nous dit toujours la CEI est l'émanation de 2 choses. Des partis politiques et de la loi. Des accords politiques et de des accords politiques et de la loi. Aujourd'hui, 90%, je ne pas dire 99,98% des partis politiques en Côte d'Ivoire de l'opposition veulent une nouvelle RLE. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui aller à une nouvelle RLE? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment est-ce que le contentieux va se passer? Merci pour les 2 questions. Merci aussi à Madame pour avoir recadré le débat.
par rapport à l'objet de la rencontre. Il y a 21 partis politiques, comme je vous ai indiqué, qui ont fait les ateliers que j'ai rappelés. Et il y a 2 ou 3 qui revendiquent, qui réclament la révision électorale en 2025, c'est-à-dire avant l'élection du président de la République. La CEI a été saisie officiellement par le PDCI, par un courrier officiel, pour demander une révision avant les élections. Et le PPACI a, lui, saisi le ministère de l'Intérieur, mais a fait empiliation de la correspondance à la CEI, mais sur le même objet, à savoir demander une révision avant l'élection du président de la République. Nous, CEI, on a répondu au PDCI, puisqu'ils nous ont écrit, et puis bon, on a acté la correspondance du PPACI, puisqu'elle ne nous a pas adressée, elle était adressée au ministère de l'Intérieur. Ce que je peux dire, et par rapport à sa question, nous avons fait l'enrôlement et nous avions, dans les prévisions, en termes d'estimation, à capter près de 4 500 000 nouveaux électeurs qui, dans le RGPH, recensement général à la population de l'habitation, à le taux de croissance de la population ivoirienne, devaient être âgés de 18 ans. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons fait une révision, une revue de la cartographie électorale pour qu'on puisse rapprocher les électeurs proches de leur lieu de vote. Nous avons augmenté les lieux de vote de 11 000 à 12 000 et nous avons dit si nous devons prendre 4 500 000 personnes, il nous faut capter, on peut capter dans une machine 50 personnes par jour. Donc, dans chacun des 12 000 lieux de vote, on peut capter 50 personnes par jour. Mais on va publier les résultats le 17 mars. C'est 7 personnes par jour que nos bureaux centres de vote et centres d'enrôlement ont capté. Si on voulait qu'il y a 6 000 qui n'en recevaient pas. 7 personnes par jour. Là où on attendait 50 personnes par jour. À Abidjan, c'est bon. D'ici d'Abidjan, c'est 23 personnes par jour. Mais à la moyenne nationale, c'est 7 personnes par jour. Et il y a des bureaux d'enrôlement qui ont eu 0 inscrits durant, il y a eu 432 bureaux, il y a eu 0 inscrits durant toute la période. Et ainsi de suite. Donc souvent nous nous demandons, on dit mais ces électeurs qu'on veut capter maintenant, où étaient-ils au moment de l'enrôlement? L'Ivoirien, âgé de 18 ans, muni de la carte nationale d'identité ou de tout autre document tenant lieu qui aura été arrêté, vient dans le centre d'enrôlement. Pendant 1 mois, on ouvre les centres, on a 7 personnes sur 50 qui se présentent. Et on dit, on ne doit plus faire d'enrôlement parce qu'on va vous remettre la liste électorale définitive comme vous avez souhaité. Donc on prendra les jeunes qui n'ont pas encore 18 ans, mais qui auront 18 ans au moment de l'affichage. Ça veut dire que pour nous, dès qu'on a commencé à ouvrir les centres, l'ensemble des Ivoiriens qui remplissent les conditions devaient prendre d'assaut les centres. On ne les a pas vus. Les correspondants nous disent c'est les derniers jours qu'ils sont venus. Mais il n'y a pas eu, M. Daouda, aucun centre où un Ivoirien s'est présenté avec une pièce et qui remplit les conditions et qui n'a pas été pris. Durant toute la période. Mais l'opposition, permettez rapidement, l'opposition ivoirienne a parlé d'engorgement des palais de justice pour avoir les certificats, les documents administratifs. Donc s'il y avait un engorgement là-bas, c'est sûr qu'on n'allait pas les voir dans les centres d'enrôlement. Je tiens à préciser que quand nous avions proposé de faire l'enrôlement en juillet, les politiques nous ont dit, entre autres raisons, donnons-nous 3 mois pour sensibiliser nos électeurs et nos militants. Les politiques. Donnons-nous 3 mois pour sensibiliser nos électeurs pour qu'ils puissent faire les pièces. Donc, mettez ça entre autres arguments qu'ils avaient développés à l'époque. Et donc, ce qui a justifié le décalage entre autres. Mais mieux, M. Daouda, ce n'est pas quand on commence l'enrôlement qu'on fait sa carte d'identité. C'est une obligation à tout Ivoirien majeur d'avoir une carte nationale d'identité. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes en faute. Ce n'est pas quand la CEI dit l'enrôlement commence que ça va faire cette carte de nationalité. Très bien. Non. Et c'est toujours le même problème. Herman, question, commentaire? Oui, ma première... Mais il avait une deuxième question qu'il a posée. Comment est-ce que qu'on appelle ça, le contentieux va se passer? Il commence le 22 mars. Le contentieux va se passer le
22 mars. D'abord, le 17 mars, nous allons afficher les listes. Les gens auront l'occasion de regarder les listes. Ils peuvent les consulter aussi sur notre site internet. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vous cliquez. Vous avez votre masque de votre carte d'électeur qui s'affiche. Et puis, vous contrôlez pour voir si vos mentions sont bien écrites. Est-ce que vous êtes dans le lieu de vote que vous avez souhaité voter? Si vous avez demandé un changement de lieu de vote, est-ce que ça a été pris en compte? Si vous êtes une femme qui est mariée, est-ce que votre nom a été ajouté? Est-ce que le parent dont vous avez donné la pièce qui est décédé, est-ce qu'il est encore inscrit? Si vous avez un parent qui est inscrit et puis il est décédé, vous venez aussi pendant le contentieux pour qu'on puisse l'extraire de la liste électorale. Donc le contentieux, nous allons afficher à partir du 22, pendant 15 jours, tous les Ivoiriens qui sont électeurs peuvent venir regarder leur mention, peuvent venir demander la radiation d'une personne décédée, ou bien peuvent venir demander d'inscrire quelqu'un qui a été omis. Ça, c'est tous les électeurs. Très bien. Voilà. Ils viennent avec des pièces, ah évidemment. Oui, celui qui vient faire la requête vient avec des pièces qui justifient sa requête. Personne, bien sûr. Absolument. Et nos commissions locales seront ouvertes de 8h à 15h. 8h à 15h. De 8h à 15h pour recevoir tous les requêtes. Du lundi au vendredi. Voilà, pendant 15 jours. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Très bien. Et ensuite, nous allons afficher, après ces 15 jours, tout ce... Ça fait 10 jours. Ouais. Parce que si samedi, dimanche, il n'y a pas dedans. Non. Dimanche n'est pas dedans. Samedi est dedans. Ah d'accord. Donc du lundi au samedi. De lundi au samedi. Et après ça, nous allons afficher tous ceux qui ont fait les réclamations, tous contre qui il y a eu des réclamations, notamment en radiation, et on les retrouve pour qu'ils puissent présenter leurs observations. Et puis après, nous allons siéger pour rendre une décision. Et si la décision ne vous agrée pas, vous pouvez saisir le juge. Si elle vous agrée, le contentieux administratif est fini. Très bien. Et c'est après ça qu'on fait le traitement pour sortir la liste électorale définitive. Herman, question? Ma question, je vais revenir encore à la révision de la liste électorale. Quand je prends, par exemple, en 2021, sur la loi de finances de 2021, il a été prévu, je crois, un montant d'abord 6 milliards de francs CFA, après 14 milliards de francs CFA pour la liste électorale. À la fin de l'année, c'est dit que ça a été exécuté, puisque ça n'a pas été fait. Vous allez nous dire comment est-ce que ça a été utilisé, ce montant. En 2023 également, 12 milliards, après 12 milliards 818 millions de francs CFA décaissés, on a mis ça exécuté, ça n'a pas été fait. Maintenant, dans la loi de finances même pour 2025, ça a été prévu un certain montant pour la révision de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il va faire avec cela? Et puis surtout que vous ouvrez le contentieux sur 2 semaines, vous ouvrez le contentieux sur 2 semaines, et que en plus de cela, vous allez avoir des agents de la commission électorale indépendante dans les différents bureaux de vote. Pourquoi est-ce que vous ne couplez pas cela en même temps à une sorte de révision de liste électorale pour dire que ceux qui n'ont pas pu faire leur révision de la liste électorale venir, puisque le personnel est là pour pouvoir profiter de cela? Qu'est-ce qui empêche la CEI de pouvoir faire en sorte que tout le processus soit transparent aux yeux de tous les acteurs? Il va répondre. Le processus est totalement transparent. Vous avez dit beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de révision. Tout la CEI, selon la loi, reçoit des fonds publics qui sont gérés selon l'orthodoxie budgétaire de l'État. La CEI a un contrôleur financier, a un DAF, à un contrôleur budgétaire, à un agent comptable, à un régisseur. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est commissaires centraux. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la loi des règlements. Donc, c'est les députés qui votent la loi des règlements. Donc, ces questions liées au budget et aux finances relèvent vraiment, ne relèvent pas les commissaires centraux que nous sommes. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses. Non, le contentieux ne dure pas 2 semaines. Le contentieux commence le 22. 2 semaines pour recevoir les réclamations, 1 semaine pour recevoir des observations. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, 2 semaines pour les traiter, pour donner les décisions. Après, un délai de 3 jours est donné au requérant pour saisir le juge de la circonscription dont dépend la commission locale. Le juge a un délai pour rendre sa décision. Nous devons
ramener les décisions des juridictions et les décisions administratives pour que nous puissions faire les traitements. Et ça, il y a des délais techniques. Donc on est autour de 2 mois en fait. Donc il y a au moins 2 mois que va prendre le contentieux. Pour ce sont des délais, il y a des délais légaux et puis il y a des délais techniques. Vous voyez un délai technique par exemple. Un nouvel électeur, quand il vient pour s'enrôler pour la première fois, cette année on a eu près de 769 000 nouveaux électeurs. Mais quand il vient, la loi dit qu'on doit l'identifier avec 13 identifiants. Nom et prénom, date de naissance et tout quanti. Mais on doit aussi prendre les empreintes digitales de ces 10 doigts. Nous regardons, nous prenons dans le traitement l'empreinte digitale de la personne et on la recherche avec les empreintes des 10 doigts des 8 millions d'électeurs déjà présents sur la liste électorale. Parce qu'il ne doit pas avoir une seule personne qui soit inscrite 2 fois sur la liste électorale. Les doublons. Et ces doublons-là, c'est un traitement biométrique qui prend du temps. Combien de temps comme ça? Ah oui, ça prend 3 à 4 mois. Parce que pour une seule personne? Non. Tous les 8 millions. C'est 8 millions. Parce que, par contre, si c'était seulement le traitement alphanumérique, on pourrait aller vite. Mais il faut. Et là, vous allez voir les résultats qu'on va publier bientôt. On a vu des personnes qui se sont fait enrôler 28 fois, 17 fois, 16 fois, 14 fois, dans plusieurs sites. Il vient à Djamé, après il va à Koumassi, après il va à Man, et puis il va à Boaké. Bon, tous ces gens, il y a près de 8000 personnes qui se sont fait enrôler plusieurs fois dans les centres d'enrôlement. Mais ils sont pris automatiquement. Ah non, ils sont pris dans leur premier enrôlement. Le reste, nous ne considérons pas ça. S'ils veulent, ils viennent au contentieux, mais nous les inscrivons une seule fois, parce que personne ne peut être inscrit plus de 2 fois. Très bien. Vous avez une question, Marius? Allez-y. Oui. Parlant justement des réclamations et autres plaintes, nous nous souvenons que le PPACI et également le PDCI avaient évoqué un certain nombre de préoccupations relativement au dysfonctionnement constaté sur la liste électorale. À leur dire, je me souviens que Maître Abiba du PPACI, pour le compte du PPACI, pardon, se plaignait donc de certaines personnes qui étaient inscrites plusieurs fois sur la liste, comme vous l'évoquiez, mais également des morts qui étaient sur la liste. Est-ce que ces partis politiques, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, ont saisi officiellement, bien sûr, votre institution, au fin de régler cette question sur la liste électorale? Parce qu'une chose est de faire des déclarations, mais est-ce que ces partis vous ont saisi de façon officielle pour demander véritablement que le contentieux sur ces réclamations, sur ces récriminations qui ont été portées à la connaissance non seulement de votre institution, mais de l'opinion nationale, soit levé? Effectivement, les 2 partis que vous avez cités ont saisi la CEI à l'époque. Et nous, ceux que nous avons reçus, ils ont fait des projections à l'écran. Et puis, nous avons donné des réponses à ces partis politiques. Il n'y a pas une personne qui soit inscrite 2 fois sur la liste électorale. Ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué le traitement biométrique. Le contentieux servira à quoi? Voilà. Le contentieux, c'est justement une sorte d'audit populaire. Tout électeur peut contester l'inscription d'un autre électeur. Très bien. Peut demander l'inscription d'un électeur omis. Peut demander la radiation. Donc, vous n'avez pas compris la question de Marius. Les partis politiques donc, nous ont saisis, nous avons répondu à leurs préoccupations. Et mieux, après cette saisine, eux-mêmes nous ont dit, et nous, en accord, nous les avons conviés à une rencontre officielle qui s'est déroulée dans un espace, pour ne pas le nommer, et nous avons expliqué aux partis politiques, voici les préoccupations. Voici la solution. Voici les partis politiques qu'ils ont indiqués, voici les résultats que nous avons faits, et puis en accord avec ça, l'élément le plus significatif. Vous savez, sur la liste électorale, il y a 2 129 000 personnes qui sont nées le 1er janvier. Mais ceux qui 2 129 000 personnes qui sont nées le 1er janvier. Mais tous ceux qui sont nés, vous savez bien, les extraits de naissance, verts et autres, sur les CNI, c'est marqué 0101. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a beaucoup d'homonymie au niveau des parents, selon les partis politiques. Mais la personne, là, quand on voit la photo, elle est différente. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez la même mère. Les empreintes voilà. Mais les empreintes sont différentes. Donc, il n'y a pas une personne qui soit 2 fois sur la liste électorale. Et nous avons répondu aux préoccupations de ces partis politiques. Très bien. Pour terminer, en fait, Daouda, on a terminé. Mais avant de vous laisser partir,
il y a des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale Oui. et qui sont demandées justement par les partis politiques d'opposition, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, et certains estiment que c'est vous, CEI, qui ne voulez pas les inscrire sur la liste électorale. Vous répondez, vous concluez? En faisant une nouvelle révision de la liste électorale, s'entend. Peut-être. Non, la commission électorale est dépendante des certaines administrations en amont. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un meurt, qu'on n'a pas déclaré mort, il sera toujours sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu la même chose. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, donnons la liste des personnes décédées après la dernière révision. Ils nous donnent la liste des personnes décédées. On les sort. Nous écrivons au ministère de la Justice, donnons-nous la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. On nous donne la liste, on les sort. Parce que la révision électorale, conformément à la loi, sert à radier les personnes qui ont été déchues de leurs droits civiques et politiques, ces personnes qui sont décédées, et puis inscrire les personnes qui remplissent les conditions et les nouveaux majeurs. Donc ce n'est pas vous, CEI, qui êtes... Nous, la CEI, ce n'est pas chez nous qu'on déclare les morts, ce n'est pas chez nous qu'on condamne les gens. Mais si la personne est condamnée et qu'elle est déchue de son droit civique et politique et qu'elle non figure sur la liste que nous avons reçue officiellement du ministère de la Justice, nous la sortons. Très bien. Et la personne peut faire un recours devant la CEI. Et si la CEI ne fait pas droit à sa requête, la personne peut saisir le juge. Voilà la procédure. Pour terminer notre conversation, qu'est-ce que vous avez à dire ceux qui nous regardent? Mais je voulais vraiment remercier votre chaîne pour l'occasion qu'elle a offert à la commission électorale d'engager son processus de sensibilisation, parce que nous avons comme attribution, entre autres, de sensibiliser les Ivoiriens à l'éducation citoyenne. Beaucoup de personnes font des observations sur la CEI sans avoir lu la loi sur la CEI, sans avoir lu le code électoral. Ce que nous faisons est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Et la loi nous dit que la CEI est une autorité administrative. Toutes nos décisions que nous prenons à la CEI sont susceptibles de recours devant un juge. Donc on peut se tromper. Mais si on se trompe, si vous pensez que nous avons tort, vous pouvez saisir une juridiction. Donc pour nous, il n'y a pas de matière à débat, à conflit. Nous sommes à la disposition des partis politiques, parce que dans la Constitution, les partis politiques, c'est eux qui concourent à l'expression des suffrages. Très bien. Et nous organisons les suffrages et nous allons avoir de bonnes relations avec eux comme toujours. C'est vrai que pour le moment, certains, deux ou trois ont des préoccupations, mais quand nous allons commencer le contentieux, nous pensons que nous allons nous accorder. Et d'ailleurs, nous les rencontrerons très bientôt, parce que la loi nous fait obligation de leur donner une liste électorale provisoire pour qu'eux, ils puissent aussi faire ce qu'ils appellent leur réclamation. Enfin, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. Monsieur Alain Dogo, merci d'être venu répondre à notre question. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que la thématique, c'était donc l'affichage de la liste électorale provisoire, le contentieux. La CEI sera-t-elle fidèle à son chronogramme?